Ce dimanche, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'épidémie du virus Ebola en République démocratique du Congo constituait une urgence de santé publique de portée internationale. Le bilan dépasse les 90 morts, 350 cas suspects. Le virus a déjà franchi les frontières vers l'Ouganda et atteint la ville de Goma. Le variant en cause, le Bundibugyo, est particulièrement redouté. Il est rare et il a un fort taux de létalité avec, hélas, aucun vaccin ou traitement connu à ce jour. Comment contenir cette épidémie? Bonjour Jules Villa. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes anthropologue, chercheur postdoctoral dans l'unité anthropologie et écologie de l'émergence des maladies à l'université Pasteur. Alors comment cette nouvelle flambée en Iturie a-t-elle commencé? Expliquez-nous. Alors, on sait depuis le vendredi 15 mai, il y a eu une confirmation du ministère de la Santé qu'il y avait une nouvelle épidémie d'Ebola de la souche Bundibugyo qui avait commencé en Ituri, mais immédiatement le nombre de cas était très élevé et aussi le nombre de décès, ce qui laisse penser que l'épidémie a commencé bien avant, mais l'annonce du 15 mai n'est que l'annonce de la confirmation biologique de la découverte de cet agent. Pourquoi a-t-il fallu plusieurs semaines pour s'apercevoir de cette situation? Alors deux raisons à cela. La première, c'est l'état général du système de santé, c'est-à-dire que en RDC, et particulièrement dans cette province en Ituri, il a pu, un certain nombre de personnes ont pu décéder sans que tous les signaux d'alerte soient compris et interprétés. Et une deuxième raison, c'est la souche, vous en avez parlé, c'est une épidémie d'Ebola Bundibugyo qui est plus rare que la souche Ebola Zaïre, qui a été recherchée dans un premier temps. Comment ça se traduit cette maladie, Jules Villa? Alors, donc c'est la 17e épidémie d'Ebola en RDC, donc il y a eu d'autres épidémies d'Ebola aussi par le passé, en Afrique de l'Ouest, entre 2014 et 2016. Cette souche particulière, Ebola Bundibugyo, n'est pas complètement différente des autres épidémies d'Ebola qu'on a connues, donc d'autres sous-espèces comme Ebola Zaïre ou Ebola Soudan. Mais elle se traduit par quel type Et de symptômes? très concrètement, ce sont des fièvres principalement, et aussi pour certains cas des symptômes d'hémorragie. À ce stade, qu'est-ce que l'on sait justement de cette variante Bundibugyo? En quoi ce variant rend-il la situation particulièrement complexe à gérer? Alors, Bundibugyo, c'est une souche qui a été identifiée en 2007 en Ouganda, et ça porte d'ailleurs le nom de ce district dans lequel le virus a été identifié. Mais il y a eu une autre épidémie d'Ebola Bundibugyo en 2012 en RDC, qui a été gérée par les équipes du ministère de la Santé, et qui n'a pas, qui n'a fait qu'une cinquantaine de cas. Donc une situation très différente aujourd'hui, et la vraie originalité de cette épidémie, c'est plutôt le contexte dans lequel elle s'inscrit. C'est-à-dire? Expliquez-nous. Alors, la province de l'Ituri, c'est une province qui est en crise humanitaire caractérisée, avec énormément de personnes déplacées. Mais aussi, il faut bien comprendre qu'il y a une très grande densité de population, mais aussi que cette population, elle est mobile. Il y a énormément d'exploitations aurifères artisanales en Ituri, et les personnes se déplacent de ces exploitations aurifères artisanales vers les grandes villes de la région. Donc, vous en avez parlé en introduction, mais aujourd'hui, les villes de Bunia, Butembo, Goma, qui se trouvent au nord Kivu, hein, Butembo et Goma, euh, sont des villes dont l'aire urbaine dépasse les 2 millions d'habitants, et ça, c'est un vrai défi pour la riposte. Ah oui, ça veut dire qu'en fait, on est dans des situations qui sont quasiment les pires situations pour la diffusion d'une épidémie, forte densité de population, déplacement de population, l'ensemble des facteurs de risque semble réunis. Alors, c'est une situation préoccupante, hein, et c'est pour ça d'ailleurs que l'épidémie a été euh, annoncée par le ministère de la Santé congolais vendredi 15 mai, et immédiatement, vous l'avez dit, 2 jours après, l'OMS a annoncé
l'urgence de santé publique de portée internationale, chose qu'elle avait mis presque un an à faire, hein, dans le cas de l'épidémie de 2018-2020 au Kivu, en RDC. Donc c'est pour vous donner une idée d'à quel point tous les experts sont préoccupés depuis vendredi, mais en fait depuis un peu avant, puisqu'on savait qu'il y avait cette épidémie qui a d'abord été qualifiée de mystérieuse, euh, avant que les tests, les résultats ne soient connus. Comment se diffuse-t-elle, cette épidémie? Ebola, c'est une maladie qui se diffuse par contact direct, par les fluides. Donc, ce qui est important de noter, dans ce cas, mais c'est vrai dans toutes les épidémies d'Ebola, c'est que les soignants sont vraiment en première ligne, et c'est d'ailleurs, hem une des raisons pour lesquelles, l'alerte a été donnée, c'est que, plusieurs soignants étaient décédés, ce qui est caractéristique, hein, d'une situation d'épidémie d'Ebola. Et aussi à mentionner, 2 tiers de femmes aujourd'hui parmi les cas suspects, et ça s'explique par des raisons sociales, pas du tout biologiques, parce que, les femmes prennent très souvent en charge, s'occupent des personnes malades, et du coup sont exposées à des fluides comme la sueur, le sang, hem Est-ce qu'on peut s'en protéger? Je veux dire, est-ce que les protections traditionnelles, les gants, et cetera, Oui, tout à fait, mais sous réserve qu'ils soient disponibles localement, et du coup, dans un certain nombre de contextes hospitaliers, aller à l'hôpital, l'hôpital peut devenir un vecteur de la transmission de l'épidémie si, les gants ne sont pas disponibles, l'eau chlorée, également. Donc, il faut bien, pourquoi l'eau chlorée? Parce que l'eau peut être, vectrice non, également? non, de l'eau chlorée pour se laver les mains, en fait, donc, on parle de situations dans lesquelles, les hôpitaux, ou les centres de santé, hein, n'ont pas forcément accès, à l'eau et à l'électricité. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête pour nos auditrices et nos auditeurs. Oui, surtout que l'OMS, donc qui a déclenché cette urgence de santé publique de portée internationale, a vu son budget amputé d'1 milliard de dollars. Ça aussi, j'imagine que c'est un facteur aggravant, Jules Villa? Oui, effectivement, alors, l'OMS, mais pas seulement, il y a aussi, Oxfam qui en a parlé. C'est-à-dire que tous les financements, de l'aide en santé internationale, qui permettent de renforcer les systèmes de santé, locaux dans ces contextes, comme la RDC, dans lesquels il peut y avoir, des épidémies, extrêmement dangereuses. Si cette, aide en santé, disparaît, hein, ce vers quoi on tend aujourd'hui, alors, on peut s'attendre à avoir de plus en plus, d'épidémies, et de plus en plus d'épidémies, extrêmement préoccupantes comme aujourd'hui, avec, énormément de de cas. Et qu'est-ce que l'on peut imaginer? Parce que vous avez consacré votre thèse à cette épidémie. Généralement, les épidémies d'Ebola, elles s'achèvent comment, Jules Villa? Sachant que, alors là, pour ce virus-là, de toute façon, on n'a ni vaccin ni traitement. Alors, on est, aujourd'hui en RDC sur la 17e épidémie d'Ebola. Donc, il faut, d'abord, souligner qu'il y a une vraie, expertise congolaise, sur ce virus, mais aussi dans la gestion, des épidémies. Vous dites que, voilà, effectivement, il n'y a, ni vaccin ni traitement. On en entend beaucoup parler ces jours-ci, mais, de nombreuses, épidémies, en fait, toutes les épidémies avant 2018 en RDC, ont été, gérées par, les services de santé sans vaccin, ni, traitement d'ailleurs, puisque, s'il n'y a pas, pour, la souche Bundibugyo, de médicaments spécifiques contre cette souche, il y a quand même des possibilités thérapeutiques, notamment de réhydratation des patients, qui leur permettent de, lutter contre l'infection. Et parce que la létalité est très forte. On Alors considère. cette létalité, oui, elle est de entre 30 et 50, donc, elle est, tout à fait, préoccupante, mais il faut bien rappeler que, il faut comprendre le contexte dans lequel, ça s'inscrit, et il faut bien, voir que, il faut voir, quelles solutions thérapeutiques sont proposées aux patients, et dans quel tableau clinique ils arrivent. Donc est-ce qu'il y a, d'autres pathogènes, d'autres infections, à considérer? Ce que vous sous-entendez, Jules Villa, c'est que, au vu donc, du dénuement des hôpitaux et de la mauvaise santé des personnes, avant même d'attraper, ce virus, tout ceci fonctionne comme des facteurs aggravants?
Oui, tout à fait, Ebola, vient dans ce sens, être un révélateur d'un état de santé, plus général, d'une province de la RDC qui a été, rendue, extrêmement vulnérable par, maintenant des décennies, de conflits et de crises, humanitaires. Bon, aujourd'hui, donc, on voit qu'il y a un risque réel d'épidémie. Ce risque d'épidémie, il peut se diffuser donc à la faveur des mouvements de population. Est-ce que on peut imaginer une propagation en Ouganda, à Goma? Alors, il y a 2 cas qui ont été confirmés en Ouganda et un cas qui a été confirmé à Goma, selon les dernières informations dont je dispose. Hem, pour autant, il faut quand même, aujourd'hui que, l'urgence, est connu. Les services de santé congolais, savent qu'il s'agit d'Ebola et la riposte, est mise en place, au niveau local. Donc aujourd'hui, la surveillance, fait qu'on peut être, moins inquiet que, précédemment alors qu'on ne savait pas, le pathogène dont il était question. Bon, vous avez parlé il y a quelques instants de 17 épidémies, mais lorsque l'épidémie cesse, le virus a un réservoir animal. Comment les choses se déroulent-elles? Alors oui, exactement, la transmission d'Ebola commence, par, une transmission qu'on appelle primaire, c'est-à-dire que, un humain se contamine à partir d'un animal. Donc, je dis animal parce que justement, plusieurs possibilités, sont sur la table, mais les chercheurs ne savent pas précisément vous dire, quel est cet animal. Et ensuite, par contre, c'est ce que j'ai, essayé de décrire, les transmissions sont, interhumaines. Donc, par exemple, les hôpitaux jouent un rôle, enfin les structures de soins peuvent jouer un rôle involontairement dans la diffusion de cette épidémie. Merci beaucoup, Jules Villa. Je rappelle que vous êtes anthropologue, chercheur postdoctoral à l'université Pasteur. Dans quelques